Allez, bonjour à tous et bienvenue. Vidéo sur les indicateurs essentiels pour investir sur les REITs, donc les foncières cotées. Encore une fois, c'est vraiment des indicateurs qui me semblent cruciaux avant d'investir. C'est une sorte de petit guide pour éviter de tomber dans des pièges et pour trouver, entre guillemets, selon moi, les futures foncières de qualité. N'hésitez pas encore une fois à liker, à vous abonner, à partager. Sur ce, on est parti. Bon, premier point pour ceux qui ne connaissent pas forcément qu'est-ce que c'est que les foncières cotées, parce que d'un côté, on a les CPI en France, on a d'un côté les SIC, on a des côtés les SCPI. Qu'est-ce que c'est? Bon, les foncières cotées, on va parler principalement des foncières américaines, les REITs, car selon moi, un, elles sont plus qualitatives et de 2, il y a vraiment un marché qui se développe à une certaine vitesse, contrairement en France, hein, où comme vous savez, il y a plus de réglementations que de croissance. Les REITs donc ou foncières cotées sont des sociétés qui possèdent aujourd'hui des actifs immobiliers, qui vont les exploiter, les financer et générer des revenus grâce aux loyers. Évidemment, d'un côté, on va avoir des revenus qui vont être, par la suite distribués aux actionnaires via les dividendes et sinon on va continuer à réinvestir, à s'endetter pour faire de l'acquisition ou de la promotion en construisant les actifs et encore une fois pour générer de la valeur. Les loyers sont indexés à l'inflation et donc on a bien une croissance à ce jour, notamment des foncières cotées, donc du parc, immobilier. Les principaux avantages, c'est la diversification. Aujourd'hui, le fait d'investir dans différentes foncières, on va pouvoir avoir la possibilité d'investir dans plusieurs classes d'actifs. Que ce soit le retail, que ce soit par exemple les bureaux ou la partie donc résidentielle, mais dans plein d'autres classes d'actifs. Comme par exemple les méga campus en life science avec Alexandria, la partie data center, la partie specialty, gaming, la partie prison. Enfin, il y a énormément de classes d'actifs dans la partie foncière cotée. Et donc ça permet à l'investisseur, de diversifier son portefeuille en géographie. Ça peut être États-Unis, France, Inde, Chine. Ça peut être également donc sur plusieurs devises et plusieurs classes actives comme je l'ai mentionné. Le rendement, donc il y a une distribution qui est obligatoire de 90 donc du revenu. On a une liquidité qui est très importante, hein, c'est coté en bourse, donc en 3 clics, on vend. Contrairement à d'autres véhicules comme les SCPI. Donc on veut sortir, il y a tout le monde qui veut sortir et donc généralement, voilà, on va vendre déjà un à perte, ça fait partie du jeu, la SCPI. Lorsqu'on va vendre avec une décote et c'est au mauvais moment. Donc on va attendre plusieurs années pour sortir, notre position et le 4e avantage, c'est la transparence. On a énormément d'informations financières régulières sur ce genre de structure. On va commencer par les revenus, hein. Les revenus, contrairement à d'autres sociétés, hein, on a quelques codes spécifiques, ça va être les FFO. Qu'est-ce que c'est que les FFO? C'est l'indicateur clé pour mesurer la performance opérationnelle donc d'une foncière cotée, offrant une vision plus précise que les bénéfices nets comptables, comme on est aujourd'hui sur une société lambda, par exemple. Donc les FFO, c'est quoi? C'est les revenus nets plus les amortissements et dépréciations, moins les gains et les pertes liées à la vente d'un actif immobilier. Parce que dans l'immobilier, la partie amortissement et dépréciation, c'est quand même assez important et donc il faut toujours regarder la partie FFO. Alors, on a plusieurs variantes en tout cas, de revenus. On a vu donc la partie FFO, la partie la plus connue. On a la même chose avec un petit A devant, c'est adjusted. Ça va prendre en compte en fait la partie maintenance et amélioration locative. Alors est-ce que ça reflète plus? Je viens de vous dire, c'est surtout plus conservateur. Je préfère prendre les AFFO que les FFO d'une manière générale. On a un autre point, c'est la partie core FFO. On le voit également un petit peu plus, comme sur, Prologis par exemple. Donc ils vont exclure les éléments donc non récurrents pour offrir une vision plus stable des opérations récurrentes. Puis après on en a d'autres, mais les 3 hein, qu'on rencontre le plus souvent, c'est FFO, AFFO et core FFO. L'importance pour l'investisseur, donc c'est l'évaluation précise de la performance, on est bien d'accord. La base de calcul, qui se base sur celui-ci pour la distribution du dividende, donc le fameux payout ratio. Et c'est une mesure standard hein, sur les foncières cotées, donc ça permet de les comparer, notamment sur la partie valorisation. Et c'est un indicateur qui notamment mentionne la capacité à générer des flux de trésorerie durables. Et ce qu'il faut regarder, c'est surtout la partie donc FFO et AFFO par action. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des foncières qui émettent des actions en circulation et donc en fait, ils vont venir diluer l'actionnaire. Donc regardez toujours par le nombre d'actions. C'est hyper important.
Donc petite présentation sur le site AllRate, selon moi, c'est le meilleur site pour analyser les foncières cotées. Vous avez tous les liens dans la description, voilà, pour moins de 5 €. Vous avez quand même un site de qualité. Ce que je voulais vous mentionner, c'est juste ici, pour vous montrer donc les AFFO, on a vu ce que c'était, Adjusted Fund from Operations. Donc on a vraiment une croissance qui est exponentielle. Par contre, quand on regarde par share, donc par nombre d'actions en circulation, bah, la croissance est un petit peu plus limitée. Pourquoi? Parce qu'on a une dilution de l'actionnaire, on a une émission d'actions. Le deuxième point qui est important, c'est la partie valorisation. Donc tout ce qui est, le PER grossièrement, c'est le price, donc FFO ou AFFO. On va venir comparer donc le prix de l'action d'une foncière à son revenu par rapport au nombre d'actions. C'est l'équivalent donc au PER que je vous ai mentionné, donc au PE, c'est le price earning ratio pour les actions, ordinaires comme du Google, du Meta, vous m'avez compris. Donc les différentes interprétations, c'est même chose que sur un PER. Entre 10 et 15, bon, c'est soit potentiellement sous-évalué, soit ça reflète une préoccupation concernant la croissance future. 15 et 20, bon, pourquoi pas, encore une fois, ça va dépendre de la société. C'est équilibré, mais ça dépend encore une fois, de la foncière. Par contre, supérieur à 20, attention, soit on anticipe une forte croissance, soit on va piller vraiment de la qualité, soit il y a un risque, souvent, je trouve moi, de surévaluation. Et encore une fois, tous les ratios ne sont pas les mêmes en fonction, encore une fois, du secteur. Tout ce qui est data center à ce jour, c'est quand même à la mode, donc ça se paye quand même assez cher. Alors là, c'est corrigé, mais on paye ça quasiment plus de 20 fois, largement, le price FFO. Le parc industriel et logistique, ça se paye quand même un petit peu plus cher. Résidentiel, c'est défensif, donc ça se paye quasiment 20 fois le price FFO. Santé aussi, la partie santé, c'est en train de monter en puissance, donc ça commence à se payer cher. La partie bureau, c'est en train de corriger, ça se paye vraiment très peu cher. Le retail, d'une manière générale, ça se paye à peu près entre 10 et 15. Et l'hôtellerie, c'est assez cyclique, donc ça se paye pas très cher. Le point important à retenir, parce qu'il y en a beaucoup qui font, entre guillemets, «la faute», c'est comparer le prix, donc FFO d'une foncière, uniquement avec d'autres foncières du même secteur. On ne va pas venir comparer la partie retail avec du data center, parce qu'on n'est absolument pas sur les mêmes classes d'actifs. Donc les ratios varient significativement selon les perspectives de croissance, la qualité des actifs et le secteur immobilier. On va analyser également d'autres choses. Donc on a vu, premier point, on a vu qu'est-ce que c'était que le revenu, la partie FFO. On a vu la valorisation. Maintenant, on va analyser quelques petits indicateurs opérationnels qui me semblent importants. Premier point, moi j'emploie souvent la partie NOI, c'est Net Operating Income, c'est tout simplement les revenus locatifs, on les charge. Bon, on va faire une petite exclusion des impôts et des intérêts d'amortissement et des prestations. Un indicateur qui est clé, qui est très important, c'est le taux d'occupation. En effet, aujourd'hui, lorsque vous êtes bailleur en France, vous avez quelques petits apparts, un immeuble de rapport, le taux d'occupation, normalement, ça ne va pas, en fait. Par contre, dans l'immobilier d'entreprise, bah, c'est un paramètre qu'il faut faire attention, surtout sur des secteurs de niche. Donc on va venir surtout analyser ce taux d'occupation. Vous vous doutez bien qu'il n'est pas le même en fonction de la classe d'actifs. On va regarder plusieurs points. Premier point, c'est le NOI à périmètre constant. On va venir isoler la performance organique hors acquisition ou cession, c'est-à-dire la vente d'actifs, un arbitrage. Taux d'occupation, ça varie fortement en fonction du secteur immobilier. Par exemple, la partie industrielle ou la partie résidentielle, on est quand même sur des taux qui sont très importants. Par contre, la partie bureau, comme vous savez, ça corrige. Ou la partie, par exemple, stockage, storage. Évolution pluriannuelle, indicateur de la santé du portefeuille. Donc les secteurs où on a plus de marge, je vous laisse en tout cas analyser, et la stabilité. Donc évidemment que ça va se refléter dans la valorisation. Là où marche pas mal, c'est surtout peut-être la partie bureau davantage. Par contre, bon, bah, c'est beaucoup moins stable que le résidentiel. Partie commerce, beh, ça dépend, hein, encore une fois, si on est sur, style, Realty Income ou si on est plutôt du côté d'Unibail sur des gros centres commerciaux. Mais attention, c'est pas forcément ultra stable la partie retail, ça peut souffrir, hein. Par exemple, à titre d'exemple, aujourd'hui, tout ce qui est, boutique, lorsque vous avez un immeuble de rapport, la fameuse petite boutique au rez-de-chaussée de votre immeuble, bah, il y en a de moins en moins, en tout cas en France. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que payer un loyer à 1 500 €, vaut mieux mettre 500 € de stockage et mettre 1 000 € de pub sur internet. Les résultats sont quand même un peu plus importants. Ce que je me rends compte, en tout cas à ce jour, lorsque j'ai discuté avec, bah, 2-3 personnes. Un autre point qui est très, très important, c'est évidemment la partie endettement. Donc on va analyser plusieurs indicateurs. Le ratio, comme vous le savez, c'est dette sur actif immobilier, qui est très important. C'est un indicateur essentiel pour évaluer le niveau de levier d'une foncière cotée. Il représente la part de la dette par rapport à la valeur totale des actifs immobiliers. Pour ma part, ma limite, c'est 45.
45, allez 50 si vraiment, la foncière est fantastique. Pourquoi? Parce qu'une foncière qui est endettée, par la suite, c'est très compliqué de se désendetter, à moins de vendre, ses bijoux, hein, son portefeuille et c'est quand même dommage. Donc l'objectif, c'est vraiment de jouer avec cette petite limite, à s'endetter pour générer de la croissance, mais pas trop non plus, hein, parce que sinon c'est quand même, ça peut être catastrophique, hein. Les foncières qui malheureusement disparaissent, c'est à cause de l'endettement. Voilà. Donc prudent, risque limité, en dessous de 40, c'est très bien, 40, 60, 60 pour moi c'est trop, c'est 50, OK? Pareil, on a une autre point, donc c'est la couverture des intérêts. C'est la partie donc ICR, on appelle ça, donc Interest Coverage Ratio. C'est ce ratio mesure en fait la capacité d'une foncière à payer ses charges d'intérêt. Bon, c'est très simple, on va calculer donc le NOI, on a vu qu'est-ce que c'était, par les charges d'intérêt. Bon, le top, plus il est important, mieux c'est, hein. Le risque de défaut, il faut vraiment être pour moi au-dessus de 2. Entre 2 et 5, on est pas mal, par contre au-dessus de 5, c'est super. Donc le résidentiel, généralement, on est entre 35 et 40, 50 pour les plus endettés. Hôtellerie, c'est pas joli à voir. Bureau, pareil, hein, c'est quand même limite. Et la partie ICR, tout va bien. Généralement, l'hôtellerie, c'est un petit peu limite. Commerce, attention, pareil. Bon, ça reste en tout cas analysé à chaque fois. Vous avez de toute manière tous ces indicateurs sur le rate. Je vous montre juste ici. Donc, on est toujours sur rating income. Hop. Donc, on descend. Debt to EBITDA 40, c'est un petit peu limite. Ma limite, c'est environ 45. On peut voir que voilà, elle joue avec cette limite. Debt to EBITDA 5, ça va. ICR, on est au-dessus de 4, c'est très bien. Attention à ne pas dépasser les 6. Le fameux rendement du dividende et le ratio de distribution, ou en anglais, donc le payout ratio. Le rendement du dividende, tout le monde est attiré par ça. Évidemment, c'est normal, mais attention, il n'y a pas que ce point à analyser. Donc les foncières offrent généralement un rendement qui est bien supérieur à la moyenne, on est entre 4 et 8, peut-être 3 pour les moins importantes. Mais on est quand même un rendement qui est quand même important face aux autres. Et si on prend en compte une petite appréciation du cours de 4 à 5, on arrive tout de suite quasiment à 10% de rentabilité, on va dire, annuelle. Évidemment qu'on a une obligation légale. Les foncières doivent aujourd'hui redistribuer, surtout les foncières américaines, 90% du revenu imposable sous forme de dividendes. Par contre, attention à ce ratio de distribution, il ne faut pas non plus qu'il soit trop important. Un rendement du dividende anormalement élevé peut signaler un risque accru. Il faut trouver un équilibre. 85, ça commence à être limite, je trouve. De toute façon, on va analyser ce petit tableau. Entre 60 et 75, c'est très bien. On a même des foncières qui distribuent moins de 50% de ce ratio. On a un équilibre entre 75 et 80 pour moi au maximum. Par contre, au-dessus de 80, 85, attention, ça peut être compliqué. Ne pas oublier qu'on a aujourd'hui donc un rendement, mais ce qu'il faut regarder aussi, c'est la croissance du dividende. Je m'explique. Rate Income, on a un rendement yield donc de 5,69. Attention, on parle bien de rendement et pas de rentabilité, hein. Par contre, on a une croissance qui est plutôt faible, entre 2 et 3. On a des foncières où le rendement est beaucoup plus faible, mais on a vraiment une croissance, évidemment, de ce dividende. Et le payout ratio, on est bien en dessous de 80, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Autre point à regarder, c'est le versement de ces dividendes. On a quelques foncières comme Realty Income où on a bien un dividende qui est monthly, qui est mensuel. On peut analyser juste ici. Voilà. Tous ces petits points, c'est à chaque fois les dividendes. Et on est bien monthly, c'est bien mentionné juste ici. On a quelques foncières qui font ça de manière trimestrielle, d'autres semestrielle ou d'autres annuelles. Donc encore une fois, ça dépend de chacun. Est-ce que c'est un impact? Bon, c'est vrai que c'est mieux d'avoir l'argent le plus vite possible pour qu'on puisse le placer. Mais bon, c'est pas non plus pour moi un critère indispensable d'investissement. Les facteurs de risque, évidemment, on a parlé donc des revenus, on a parlé du dividende, on a parlé de la valorisation, on a parlé de l'endettement. Maintenant, on va parler des facteurs de risque des foncières cotées. Premier point, donc sur la partie commerce, notamment retail. Évidemment, on a un impact du e-commerce qui va changer les comportements. Je ne dis pas que c'est la fin, évidemment, des gros centres commerciaux, je ne pense pas du tout, mais je pense qu'ils doivent se réadapter aujourd'hui. Comme par exemple, évidemment, l'affaire récente avec Shine ou Shein, ça dépend comment on le prononce, au BHV. Est-ce qu'aujourd'hui c'est des solutions comme ça? Je sais pas, mais en tout cas, il faut que ces foncières s'adaptent. Sinon aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, des consommateurs, vont continuer à investir, à acheter sur internet et donc, il y a toute la chaîne de logistique qui vont profiter, mais un petit peu moins la partie retail. La partie hôtellerie, forte sensibilité au cycle économique, c'est un point important, au taux de change également. Le bureau, bon, il y a l'impact du télétravail, ça vous le savez également. Et la partie résidentielle, ça va dépendre surtout de la dépendance, démographique et au taux d'intérêt. Évidemment, si les personnes aujourd'hui peuvent acheter, ils vont acheter et ça va dépendre également de la localisation
faut privilégier aujourd'hui des emplacements de qualité où on a la partie, les retraités qui peuvent éventuellement venir ou une famille qui peuvent se développer, voilà. C'est quand même assez important. Mais d'une manière générale, les foncières se développent quand même, on n'est pas sur un seul segment géographique. Donc les facteurs de risque additionnels sur les foncières, c'est un, la sensibilité au taux d'intérêt, ça c'est sûr. Dès qu'on a une OAT qui augmente, on a les foncières qui baissent, c'est mathématique. Donc un, ça va directement en fait impacter le coût de financement et d'une manière générale, le coût de financement sur les foncières américaines sont quasiment 2 fois plus importantes que sur les foncières françaises. On a également la partie structure de gestion, la qualité et l'alignement des intérêts. C'est hyper important d'avoir au moins, heu, le créateur, le CEO qui est engagé dans la foncière pour vraiment avoir un alignement des intérêts avec l'actionnariat. On a pas mal de foncières, notamment européennes, qui ont cet alignement. En France, par exemple, on a Argan avec Roche de Pau. On a par exemple, WDP, pareil, une foncière belgique, toujours dans la logistique. Et attention à la réglementation, hein. Par exemple, Wallace de Pau, que j'ai également dans mon portefeuille. Je fais des vidéos mensuelles de mon portefeuille au passage. Et ben, on a eu des changements, notamment en Irlande, aux Pays-Bas. Et donc ça a impacté, drastiquement la frontière. Donc attention également sur ce risque-là. Les stratégies de diversification. Pourquoi se diversifier? Premier point, c'est hyper important parce que si une foncière qui s'effondre, malheureusement, bah, les conséquences sont importantes sur votre portefeuille. Donc n'oubliez pas de vous diversifier au maximum pour ma part. Encore une fois, c'est mon point de vue et mes propos sont en aucun cas des conseils en investissement, mais je dépasse pas plus de 10 de manière générale, une foncière par rapport à mon portefeuille. D'autre part, on a également, bon, pas mal de points, les cycles économiques, on a également la devise, on a également la case active. Donc les stratégies de diversification. Premier point, c'est sectoriel, c'est-à-dire en fonction de la classe d'actifs. Résidentiel, bureau, commerce, hôtellerie, santé, data center et j'en passe. Deuxième point, c'est la géographie. Donc essayer d'investir sur plusieurs régions, plusieurs pays. Pour ma part, j'aime bien des petites boîtes, en général les petites foncières, spécialisées sur une classe d'actifs et sur un segment de marché. Après, c'est à l'investisseur, comme vous et moi, en fait, à pondérer son portefeuille. Une foncière qui est trop généraliste, comme une SCPI, j'aime pas trop parce qu'on est un petit peu partout à la fois, on fait tout et n'importe quoi, on est trop généraliste et les performances sont généralement, ça a été prouvé via de nombreuses analyses, moins sont moins bonnes, hein, qu'une foncière spécialisée, un pure player. Équilibre, donc équilibrage entre, je vais vous dire les cycles économiques et en fonction du secteur. Et après évidemment, on doit choisir si on choisit plutôt des foncières de rendement, comme la plupart des retail, ou plutôt de la croissance, comme par exemple les foncières de data center. C'est vraiment un jeu d'équilibre, ça dépend de chacun, des objectifs, de l'horizon, voilà. Mais il faut quand même se diversifier d'une manière générale. Nos conclusions et les recommandations, encore une fois, qui me semblent importantes à vous partager. Il faut évidemment analyser l'ensemble des indicateurs. Ne jamais se limiter à un seul indicateur, comme la valorisation, comme le dividende, on évite. On regarde l'ensemble des métriques que je vous ai mentionnées. Donc la partie FFO, AFFO, par action, la croissance, le ratio d'endettement, le rendement, comprendre la gestion, la stratégie, qu'est-ce qu'elle fait, et le marché immobilier. C'est quand même des points importants. Le deuxième point, ça va être comparer donc, les foncières du même secteur. On va venir comparer NNN Rate, Realty Income, Agri Realty, voilà, toutes ces foncières-là, elles sont sur de la partie retail. On va les comparer pour savoir pourquoi celle-ci est plus chère qu'une autre. Troisième point, ça c'est à vous, c'est la gestion du risque. Il faut évidemment privilégier la diversification sectorielle et géographique dans notre pays, par exemple l'Europe, les États-Unis, le Mexique, et minimiser donc l'impact des cycles immobiliers locaux. Donc l'investissement sur les foncières cotées requiert un équilibre entre l'analyse des indicateurs financiers fondamentaux et la compréhension des tendances sectorielles spécifiques. Pour ma part, j'ai plutôt une approche bottom-up, c'est-à-dire que je me concentre sur la foncière. J'estime qu'une foncière bien gérée, de qualité, quoi qu'il arrive, elle fera face au cycle, même si on peut rentrer dans des cycles qui sont un petit peu difficiles. Bon, en tout cas, j'ai essayé de vous faire une vidéo complète sur une dizaine de slides. Si vous avez des questions, dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée. Allez, bye bye.